c'est l'homme de Néandertal qui a vécu chez nous, dans nos contrées, entre 300 000 à peu près et 40 000 ans. Les occupations d'ailleurs les plus récentes ayant trait à cet homme préhistorique ont été mises au jour pas très loin d'ici, parce que c'est le site de Saint-Brice-Souranne, site sur lequel travaille Jean-Jacques Rivard depuis maintenant plusieurs années, je dirais même décennies. Cet homme de Néandertal est fort bien représenté en règle générale en Normandie, un petit peu moins dans le département de l'Orne, tout simplement parce que on ne trouve que ce qu'on cherche, la preuve. Personne n'aurait soupçonné qu'on aurait eu des silex taillés par l'homme de Néandertal sur le secteur de Saint-Martin-des-Landes si Joël ne s'était pas attelé à cette tâche. Donc voilà à quoi il ressemble à notre homme de Néandertal. C'est un cousin très proche de nous, qui a un mode de vie relativement équivalent à celui des hommes de Cro-Magnon. Alors, cet homme de Néandertal, je vous l'ai présenté, quand je faisais mes études, on nous l'a présenté comme un singe amélioré ou un sapiens dégénéré. En fait, c'est une autre espèce à part entière, qui avait une autre intelligence que la nôtre, son cerveau étant formé différemment, mais qui avait un mode de vie relativement similaire à celui des premiers Homo sapiens. Alors, il taille du caillou avec dextérité. Bon, aussi bien des pièces bifaciales que des éclats avec une technique, la technique Levallois, vous verrez quelques éclats en vitrine, qui est une technique très sophistiquée qui nécessite d'anticiper une succession de séquences techniques et de gestes, c'est-à-dire que quand il veut mettre en œuvre cette matière première, notre homme de Néandertal se pose la question, dès le départ, savoir ce qu'il va vouloir sortir de son bloc de pierre et sélectionne la morphologie du bloc de pierre en fonction de ce qu'il veut faire. C'est pas sélectionner en disant « Oh tiens, un beau caillou, je vais le prendre, je vais taper dessus, je vais voir tout à fait ». Il y a un choix dès l'acquisition de la matière première, et puis toute une séquence de gestes avec un ordre bien déterminé. Nous, on a fait de l'expérimentation. Vous avez pu voir que je dis souvent des âneries, quand on rigole, on est moins intentionné. Et ça m'est arrivé en taillant du Levallois d'inverser deux séquences techniques. Le bloc, il est foutu. On est obligé de le remettre complètement en forme, complètement en œuvre. Donc c'est quelque chose déjà de très élaboré qui prouve que, bien que ce ne soit pas la même morphologie cérébrale, on a quelque chose de vraiment très élaboré. Pareil avec toutes ces productions d'outils bifation. Et puis aussi, c'est notre homme de Néandertal qui est le premier à produire des éclats très très longs standardisés avec des nervures parallèles, et ce, à peu près aux alentours de 110 000, 70 000 ans, dans cette fourchette. Alors avant, on n'en a pas exemple pour l'instant. Après, on en a quelques exemples en Périgord, mais c'est surtout au nord de la Loire qu'on a ce genre de production. Alors là, c'est quelque chose d'encore plus élaboré, puisqu'il faut toute une préparation du bloc pour pouvoir sortir toutes ces lames, enfin, ces éclats longs en série, et qui sont relativement standardisés. Donc quelque chose de très élaboré. C'est aussi l'homme de Néandertal qui constitue les premières parures qui sont faites en os et en ivoire, et puis c'est aussi le premier à enterrer ses morts. Alors notre homme de Néandertal, c'est un chasseur-cueilleur-collecteur, donc c'est un itinérant en fait qui se déplace au sein d'un territoire pour l'acquisition des différentes matières premières, donc les matières premières lithiques pour la confection de son outillage, les matières premières carnées pour le casse-croûte, et puis bien sûr tout ce qui est végétal pour les compléments alimentaires et surtout pour compléter sa panoplie instrumentale. Ici vous voyez notamment des pointes de lance en bois. On en a retrouvé encore très très récemment dans un site en Allemagne, le site de Schöningen, qui est un site qui conserve des niveaux de tourbe avec toutes les matières organiques qui sont préservées à l'intérieur de ces tourbes, et sur une aire de chasse de chevaux, alors c'est beaucoup plus ancien, parce qu'on est à 180 ans,
il a été retrouvé les lances qui avaient servi à la chasse des chevaux qui avaient été tués, découpés, pour ensuite être emmenés en quartier et consommés. Ces pointes de lances ont été étudiées par des spécialistes pour voir si elles étaient vraiment bien équilibrées, et il s'est avéré qu'elles étaient aussi bien équilibrées que les javelots qui sont utilisés actuellement par les sportifs sur les stages. Donc ce sont des essais qui ont été faits évidemment en soufflerie pour voir exactement comment ça fonctionne. Notre homme de Néandertal a vécu dans des environnements relativement diversifiés, puisque on le retrouve de 300 000 ans à 40 000 ans, donc 2 interglaciaires, 2 glaciaires. Dans les périodes tempérées interglaciaires, nous l'avons mis en évidence à côté de Caen sur le site de Ranville. C'est une aire de travaux de boucherie qui s'est constituée autour de la carcasse d'un éléphant antique. Donc notre homme préhistorique a découpé et consommé une partie de cet éléphant. Bon, il est bien évident qu'on ne peut pas savoir si cet éléphant a été chassé ou si c'est un animal qui était déjà faible ou malade, voire récemment mort. On ne peut pas savoir exactement quelles sont les stratégies d'acquisition. Par contre, autour de cette carcasse, on a pu mettre en évidence que différentes espèces avaient été, elles, chassées, notamment le cheval, le roc, le cerf, essentiellement, et puis quelques fragments osseux nous ont aussi attesté qu'on avait aussi le rhinocéros de forêt qui avait été aussi consommé et découpé dans la région de Caen, sur le site de Ranville, il y a environ 220 000 ans. Des contextes plus frais, comme sur le site du Rosel que nous sommes en train de fouiller actuellement dans le département de la Manche. Alors là, c'est aussi une halte de chasse, où nos néandertaliens apportent des quartiers de bestioles ou des fragments de carcasses pour les découper. Et nous avons un ensemble de foyers périphériques. Bon, pour l'instant, on n'a pas de résultat des analyses chimiques, mais il n'est pas du tout impossible que ces foyers aient servi justement à traiter la viande, à la boucaner complètement, pour la conservation. Des climats beaucoup plus froids, avec tout ce qui est vraiment la période glaciaire par définition, avec un climat qui est froid et humide dans un premier temps, puis froid et sec dans un second temps, avec des petits redoux, des petits répits climatiques qui peuvent durer quelques centaines, voire quelques milliers d'années au sein de notre Pléistocène, et vers 40 000 ans, à Saint-Brice-sur-Anne, ce petit redout a permis de nouveau le déploiement de population sur le département de l'Orne, et nous voyons que nos hommes préhistoriques ont pu récupérer de la matière première dans des ravines et mettre en œuvre cette matière première de façon très abondante, puisque ce site de Saint-Brice est actuellement le site le plus étendu pour le paléolithique moyen attesté pour le monde néandertalien, c'est-à-dire l'Europe et le Moyen-Orient. On n'a pas de site plus développé. Alors voici le genre de matériel qui a été mis en évidence sur le site même de Saint-Martin, avec un biface dont la base a été cassée mais qui avait été affecté par le gel, le gel de la dernière glaciation, et puis un fragment d'un biface vraisemblablement ressemblant à celui que je vous ai présenté tout à l'heure, ovalaire ou cordiforme. Donc, comme Joël n'avait pas retrouvé l'échelle, j'ai une pièce de monnaie. Mais vas-y, ça fait du bien. La production de Levallois, donc vous voyez, ce sont des éclats de grande dimension, généralement, qui ont souvent servi de support pour être transformés en outils, notamment faire ce qu'on appelle des ratoirs. Alors, vous en verrez quelques exemplaires, mais qui peuvent être aussi utilisés bruts, les tranchants bruts, qui tranchent aussi bien qu'un couteau en acier. Et puis,
avec ici ce qui reste du bloc une fois que les éclats ont été tirés, ce qu'on appelle le nucléus. En fait, c'est le noyau qui subsiste une fois qu'on a enlevé les éclats. Donc voici à quoi ressemblent les fameux éclats retouchés, avec, bon là évidemment, avec l'ensoleillement, on ne voit pas très bien, mais vous verrez bien mieux dans la vitrine. Donc ces fameux couteaux qui sont de grande dimension. Bon, et d'après la patine très marquée et la grande dimension, bon, des choses comme ça dans le Cotentin, où on a un nombre de sites relativement important, on l'aurait plutôt dans la phase ancienne du Paléolithique moyen, mais plutôt entre 180 000 et 150 000 ans. Ici, vu le contexte, on est peut-être dans des choses plus récentes. Mais il n'est pas du tout impossible qu'on ait des choses aussi anciennes. Le problème, c'est que ça a été trouvé en surface. Bon, apparemment, si on fait des sondages, ça ne donnera pas grand-chose parce que ce sont des objets qui ont été brassés. Donc malheureusement, on n'aura plus la possibilité d'avoir le contexte environnemental. Alors, en gros, jusqu'à 40 000 ans, la région est encore fréquentable. Après, on a vraiment le maximum glaciaire qui s'installe, avec vers 20 000 ans la pointe la plus froide, où toutes les populations au nord de la Loire sont parties chauffer leur rhumatisme au sud, tout simplement parce que ce sont des populations qui suivent les troupeaux. La végétation étant moins abondante, les troupeaux suivent la végétation, donc on migrait vers le sud. Seul chez nous reste encore quelques rennes qui mangent essentiellement des mousses et des lichens, et puis quelques perdrix des neiges, ce genre d'animaux qui sont complètement adaptés à un climat relativement rigoureux. Alors c'est une période où la vie est complètement impossible dans nos contrées. Bon, c'est la période aussi où le niveau marin est le plus déprimé, le plus bas, puisque durant ce maximum glaciaire vers 20 000 ans, on a un niveau marin qui est entre 100 et 120 mètres inférieur à l'actuel. C'est-à-dire qu'on a une côte de notre continent européen qui est très décalée vers l'Atlantique, et puis surtout la mer de la Manche a complètement disparu. Il n'y a plus dans son centre une fosse qu'on appelle le fleuve Manche, qui récupère les eaux de la Meuse, de la Solène, de la Tamise, de la Seine et puis de tous nos fleuves côtiers. Le Rhin se déverse, lui, en mer du Nord, avec un isthme qui sépare la Manche actuelle de la mer du Nord actuelle. Donc chez nous, plus personne. Les Néandertaliens disparaissent aussi vers cette période-là, vraisemblablement parce que le climat est très rigoureux. Il y a aussi un nouvel arrivant en Europe qui fait qu'il y a vraisemblablement une compétition avec l'homme moderne, c'est nous, qui investit l'Europe à partir de l'Europe centrale. Il vient, comme presque toutes les populations, il est originaire d'Afrique et du Moyen-Orient. Donc ces premiers hommes, on commence à les avoir en Europe à partir de 38 000 à peu près, mais on ne les a chez nous, dans le nord de la France, qu'à partir de 35 000. Et en Normandie, nous en avons juste un exemple, en Seine-Maritime, vers 35 000 ans, avec la première culture qu'on appelle l'Aurignaciens, et c'est la seule fois où on a notre moderne attesté actuellement pour les 5 départements normands. Pour notre secteur de l'Orne, nous n'avons que ces éléments qui sont très tardifs, qui sont vraiment de l'extrême fin de la période,
puisque on voit que cet homme apparaît en Normandie sur le site d'Épouville vers 35 000, et ici ces cultures à pointe, à dos, on les trouve à partir de 12 000 ans. Donc entre 35 000 et 12 000 ans, pour l'instant, sur la Normandie, nous n'avons pas de peuplement d'hommes modernes attestés. Je dis bien pour l'instant, hein. Rien ne dit qu'on ne va pas trouver 5 sites dans les 12 ans à venir. Hein. Mais voilà, pour l'instant c'est un constat. Il est quand même fort vraisemblable qu'on ait peu de peuplement pour ces périodes, ou alors durant des laps de temps relativement courts, des réchauffements climatiques qui sont courts, qui ont pu permettre à certaines populations, suivant toujours les troupeaux, ce sont toujours des chasseurs-cueilleurs-collecteurs, de remonter. On peut avoir des pulsions comme ça qui permettent à la végétation de se redévelopper, évidemment, aux animaux de remonter vers le nord. Donc ces grandes pointes sont tout à fait caractéristiques d'une culture qu'on appelle au sud l'asilien. Chez nous, on l'assimile plutôt à ce que l'on rencontre dans le sud de l'Angleterre, en Belgique et en Allemagne. Ce sont les fameux couteaux à dos, hein, d'où le nom des cultures à Federwiser. Donc c'est un mot allemand, pour moi c'est de l'asilien, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est quelque chose d'assez original, parce que quand je suis arrivé en 98 au service régional en Basse-Normandie, pour le paléolithique supérieur, il y avait 3 sites qui étaient référencés. Et quand on a commencé à regarder un petit peu dans le détail, il s'est avéré qu'un des sites était en fait paléolithique moyen, donc plus ancien, et les 2 autres sites étaient néolithiques, donc beaucoup plus récents. Donc on s'est retrouvé au bout de 2 mois après mon arrivée avec 0 site paléo-sud. C'est simple, il y en avait en Bretagne, il y en avait en Pays de Loire, il y en avait dans la région centre, il y en avait en Normandie. On ne voit pas pourquoi ces populations du paléolithique supérieur disent tiens, on va éviter la basse Normandie. Eh bien non. Donc en fait on a commencé à regarder un petit peu plus finement ce qui existait. Et puis surtout, ce qu'il fallait voir, c'était à quoi pouvaient ressembler ces industries. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a constitué un projet collectif de recherche sur les premiers peuplements de la Normandie, qui permettent aux différents chercheurs travaillant sur ces périodes anciennes de se regrouper, de se rencontrer et de pouvoir faire voir certains types de matériel qu'on a pu trouver dans un espace géographique précis et faire voir aux petits camarades à quoi ça ressemble. Et c'est ainsi que petit à petit, on arrive à combler notre déficit en site du paléolithique supérieur. Ici, c'est quand même un site relativement important, puisqu'on a plusieurs pointes d'armes de trait, ce qui prouve qu'on a vraisemblablement eu soit une halte de chasse, soit un petit campement. Quand on en a une qui est trouvée de façon isolée dans le milieu de la pampa, ça peut être tout simplement un animal qui est parti avec la pointe fichée dans un gigot et qui l'a perdu plus loin et qui s'en est rendu parmi d'ailleurs. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais quand on a un groupement, en plus de ça, il y a 2 petits grattoirs qui font quand même très tradition nordique. Là, ça semble quand même prouver qu'on a eu une phase de peuplement avec implantation sur le lieu. Alors, après cet épisode du paléolithique supérieur et la fin de la glaciation, nous voyons que le climat se réchauffe avec le mésolithique, aux alentours de 9000, et puis la forêt, la végétation reprend ses droits, la forêt se développe, et puis nous avons des faunes qui sont différentes de celles que nous avions à la fin du paléolithique supérieur. Fin du paléolithique supérieur, c'est un climat qui est encore froid et rigoureux. Donc on a essentiellement du renne, du cheval, de l'auroch, des animaux de steppe. Et là, on a plutôt des animaux d'espace forestier, donc du cerf et l'âne, le grand cerf. Nous avons du chevreuil, du sanglier, de l'ours brun. Et tous ces animaux sont chassés et consommés par les mésolithiques qui sont toujours
eux aussi des hommes modernes, donc qui sont en fait les descendants des hommes du paléolithique supérieur. Alors cela nécessite évidemment une adaptation au milieu, et cette adaptation, c'est le passage de la lance qui sert à chasser à l'utilisation de l'arc qui est beaucoup plus précis pour pouvoir chasser au milieu couvert. Donc un exemple lambda, et ça c'est le même paysage de Saint-Brice-sur-Ain que vous aviez tout à l'heure avec les Néandertaliens en train de tailler leur biface, de casser leur fémur. Vous avez un modelé qui s'est reconstitué avec tous les dépôts de l'os, ce fameux limon qu'on a dans les champs à l'extérieur, qui est venu recomposer complètement l'espace géographique. Et puis, nous avons la végétation qui se redéveloppe dessus. Ici, un jeune chevreuil qui va passer un mauvais quart d'heure. Alors, au Mésolithique, donc un autre mode de vie, avec des structures d'habitat qui sont relativement légères, qui laissent évidemment peu d'éléments tangibles dans les sols. Ce sont généralement quelques surfaces légèrement en dépression, parce que les sols ont été grattés pour permettre d'aménager l'espace intérieur, quelques calages de cailloux, et puis, dans le meilleur des cas, des foyers qui sont plus ou moins bien conservés, et puis évidemment, ce qui se conserve le mieux, c'est-à-dire les cailloux taillés, soit en silex, soit en grès, soit en quartz pour nos espaces géographiques. Suivant. Alors, l'intérêt du site de Saint-Martin-des-Landes, c'est d'avoir livré un site qui a son pendant un petit peu plus loin avec Saint-Hélier-les-Bois. Le site de Saint-Hélier est, comme diraient nos amis allemands, il est colossal, parce que c'est un site très étendu et qui a livré un matériel très important et un nombre d'armatures, donc les petits segments que vous verrez en vitrine qui permettent de constituer les pointes de trait, d'armer les flèches. On en est à pas loin de 300 maintenant. Ah oui. Ce qui fait que c'est le site le plus important numériquement pour la Basse-Normandie, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et en plus de ça, on a deux périodes d'occupation, le mésolithique moyen et surtout le mésolithique récent. Et pour le mésolithique récent, nous n'avons que 3 sites d'attestés en Basse-Normandie: Saint-Hélier-les-Bois, Saint-Martin-des-Landes et Vieux-Villebeville à côté de nous. Donc ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, parce que ce sont des peuplements de la charnière entre les derniers chasseurs-cueilleurs et les premiers agriculteurs qui sont vraiment très peu représentés. Alors, l'industrie, elle est destinée à produire des outils de très petite dimension. C'est ce qu'on peut voir ici avec ces nucléus à lamelles. Bon, vous voyez, on a toujours la pièce de monnaie de 5 centimes qui donne l'échelle. Donc vraiment des choses de petits modules qui sont destinés à produire soit des éclats qui ici sont transformés en grattoirs, soit des éclats allongés qu'on appelle des lames et des lamelles qui vont servir de support pour constituer l'outillage. Donc ces lames et ces lamelles sont fragmentées pour obtenir des pièces avec une morphologie particulière, notamment une morphologie géométrique, c'est ce que nous avons ici, et les pièces intermédiaires de chaque extrémité, c'est ce qu'on appelle les micro-burins, avec ces petits coups caractéristiques qui sont liés à cette fragmentation. Et ces pièces, voilà, sur une lame, on peut obtenir plusieurs armatures. Et ces armatures, bien sûr, sont destinées à fabriquer des flèches. Vous avez ici une flèche en cours de constitution, avec les 2 types d'armatures qui ont été trouvées sur le site de Saint-Martin,
les petits segments du néolithique moyen et les trapèzes, et notamment les points du Perret qui sont tout à fait caractéristiques avec cette amorce de pédoncule, vraiment caractéristique de l'extrême fin de la période mésolithique. Suivant. D'autres outils, toujours sur la mer, avec un perçoir, et puis un petit prisme fixe, un petit pic. Alors ce sont des outils qui vont être utilisés au néolithique pour soit extraire de la matière première, sous forme de minière, pour récupérer du silex, soit pour le travail directement du sol, donc déjà de l'essartage. On commence à nettoyer les clairières pour s'installer. Le néolithique, bon, donc là on est entre 5500 et 2000. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est la période où l'homme s'implante sur un territoire, commence à essayer de gérer ce territoire avec une mise en culture de sol, domestication des espèces animales, et puis bien sûr cela nécessite une certaine structuration des groupes, dans la mesure où on va avoir un ensemble de maisons qui vont se structurer autour d'un chef de tribu, forcément. Et là, il va commencer à y avoir des règles de vie avec des modes de vie qui vont être communautaires, notamment pour la constitution des maisons. Pour la constitution, ensuite, des fortifications qu'on va établir autour des maisons. On va commencer à avoir des palissades, tout simplement parce que c'est la période aussi où on va avoir les premiers conflits qui se multiplient, du fait que certaines populations vont avoir bénéficié de bonnes récoltes, ne vont pas avoir eu d'épidémie au sein du troupeau. Mais il est bien évident que quand c'est arrivé à la tribu d'à côté qui n'a plus rien pour manger, qu'est-ce qu'on fait? On va casser la tête du voisin pour essayer de piquer ce qu'on a pu. Ça, c'est au néolithique que ça apparaît. Donc les premiers conflits sont attestés à cette période. En témoignent les différents... ce sont surtout les vertèbres d'ailleurs qui ont bien conservé ce genre de stigmate, où on a directement des points de flèche qui sont fichés dans les vertèbres, qui vont traverser la vertèbre et coucher la moléculaire. Généralement, les personnes ne s'en sont pas remises. Donc on commence à voir ça de façon assez fréquente au néolithique. Ce mode de vie en village, d'ailleurs, va très rapidement poser des problèmes. Ces néolithiques qui viennent d'Europe centrale, en fait qui viennent du Moyen-Orient, qui passent par l'Europe centrale pour arriver jusqu'à l'Atlantique, vont apporter des espèces qui chez nous n'étaient pas très communes. C'est l'introduction de la chèvre du mouton, par exemple. Et puis vont développer des villages qui vont être de plus en plus grands. Et on se rend compte qu'arrivé à la fin du néolithique moyen, donc aux alentours de 5000, 4008, on a une disparition totale de ces grands villages, et on se rend compte qu'on a des petites unités qui se trouvent dispersées dans l'espace, avec une ferme, avec une ou deux familles, et pas plus. On n'a plus cette concentration de population, où on avait des maisons communes qui pouvaient être absolument démentielles, puisque c'est des maisons qui peuvent faire jusqu'à 80 mètres de long, pour en avoir jusqu'à une dizaine d'alignants en maison. On a eu ça notamment en vallée de Seine, dans une sablière. Et on s'aperçoit que tout ça, ça disparaît. Alors évidemment, on s'est un petit peu interrogé dessus. Et puis, c'est surtout un vétérinaire en retraite qui a commencé à regarder un petit peu ce qui se passait. Et il a regardé aussi quels étaient les impacts sur les squelettes qui avaient été retrouvés dans les différentes sépultures, les différentes nécropoles associées à ces villages. Et on est à peu près certain que ce groupement de population a généré des épidémies au sein des populations, et ces groupements
de troupeaux avec des animaux qui étaient en surnombre, ont généré des épidémies aussi au sein du cheptel. Si bien qu'on a eu un mode de vie complètement différent, avec éclatement de ce grand groupe, qui évidemment était fort, et constitution de plusieurs petites unités qui arrivaient à vivre sur un espace plus restreint, et on voit la réintroduction assez massive au début de cette période de la chasse. Donc là, on se rend compte qu'il y a une rupture, puis on redémarre sur autre chose. Cette société structurelle fait que aussi on a des travaux en commun, notamment pour ériger les fameux menhirs. Le problème, c'est que le menhir n'a pas toujours la même signification en fonction du temps et des espaces géographiques, et c'est souvent un objet ostentatoire pour marquer un territoire. Certains, d'ailleurs, seront cassés volontairement. Ce sont ceux qui ont été cassés volontairement dans le secteur de Carnac, dont certains morceaux ont été réutilisés pour faire autre chose, notamment des grandes tables pour recouvrir les sépultures collectives, les fameux dolmens. Et c'est à cette période, évidemment, où on constitue les grandes allées couvertes. C'est ce que nous avons aussi dans le sud du département. J'ai bien le droit de faire ma sieste aussi. Chacun son tour. Le premier village, vous voyez, ce sont de grandes maisons rondes bâties sur poteaux de bois. Celle-ci est de dimension plus modeste parce que c'est celle d'une maison du néo-moyen 2, donc ça fait l'application, ça fait une douzaine de mètres d'eau. Mais c'est toujours sur le même modèle, avec des greniers à étage qui permettent de mettre céréales et éventuellement la paille à l'abri. Les sépultures collectives qui sont construites dans les espaces où on a du caillou, dans les espaces où il n'y a que de la terre, elles sont construites en bois. C'est ce que nous avons actuellement en cours de fouille dans le secteur de Caen. Bon, là c'est culturel, mais ce sont les grandes sépultures de type Passy. On creuse dans le calcaire une grande allée et toute la superstructure est faite en bois. Et puis, les premières minières, dont je suppose que vous avez tous vu dans la presse les fameuses minières qui ont été mises en évidence avec la constitution de l'autoroute. On me regarde comme si c'était une absurdité. Non, t'as pas de Donc là, il y a eu sur le secteur de Renault ou de Riz, au niveau des rongeurs, la mise en évidence de puits d'extraction de silex qui étaient destinés à sortir des blocs de très grande dimension pour faire des pics et des haches. Donc en fait, le caillou était remonté sur le bord du puits, policier, directement sur le bord du puits, et puis il y avait un tailleur qui cassait du caillou à longueur de journée pour faire des préformes de haches et des préformes de pics qui ensuite étaient diffusés sur tout le Grand Ouest et même certaines pièces où on peut jouer sur un. Donc ça, c'est vraiment le début d'une je sais pas comment c'est plus que de l'artisanat, quoi, parce qu'on a quelque chose qui va nécessiter d'une part la constitution de puits, la taille des objets, le polissage partiellement, et puis ensuite la diffusion. Donc là, on s'aperçoit quand même que le chaîne opératoire qui se met en place, qui n'est pas anodine et qui nécessite bien sûr une structuration du groupe et quelque chose d'organisé par un chef ou par un directeur de mine de l'époque. Les puits peuvent être directement percés sans avoir de lien les uns avec les autres, mais on a pu mettre en évidence, alors sur Rie, on a très peu, sur Bois-de-Ville-le-Rabais, entre Caen et Falaise, on a pu
pu avoir plusieurs puits reliés les uns aux autres. Et puis les mines les plus fameuses sont celles de Belgique, les mines de Spienne, où là on a des kilomètres et des kilomètres de galeries qui ont été destinés à suivre les bancs de silex. Et les mineurs déchaussaient les blocs de silex pour les remonter en surface. Et un des puits de Spienne a été très bien daté, tout simplement parce que quand ils ont fouillé ces puits, ils sont tombés sur un mineur qui s'est trouvé tout simplement pris dans un éboulement. Donc le gars, il avait encore son pic à la main, il était écrasé par toute la masse qui était tombée dessus. Il avait son pic à la main, et derrière lui, il y avait une petite céramique qui contenait vraisemblablement soit de l'eau, soit un petit peu de nourriture. Et il avait eu un pic en silex pour casser le calcaire, comme celui-ci était tout dur, pour pouvoir déchausser les modules de silex. Alors là, on est vers 2000-2002 pour ce personnage de Spienne. C'est vraiment l'extrême fin de la période néolithique. Tout ça pour vous dire que sur Watteville-le-Rabais, on est sûr que ces extractions se sont poursuivies durant le début de la Juillet. Donc voilà, on voit ce que ça donne. Minière. Là, ce sont des haches polies qui ont été trouvées sur Saint-Martin. Certaines haches pouvaient être retaillées, c'est-à-dire que les haches polies avaient été cassées, vraisemblablement d'ailleurs au niveau de la fixation dans le manche. Ces haches étaient très utilisées pour le travail du bois, notamment pour les sartages, pour ouvrir des clairières, pour la mise en culture, et bien sûr pour récupérer le bois, constituer l'habitat et les palissades. Suivant. Donc voilà ce que ça nous donne. Une hache taillée et des haches polies. Une en fibrolite, l'autre au jadéite. Bon, nous verrons que ce sont des produits qui se promènent dans toute l'Europe. Je reviendrai dessus. Mais ce polissage se faisait sur un polissoir avec du sable et puis de l'eau. Donc en fait, c'était de l'huile de coude et de la patience. Toujours le travail du bois avec les tranchées, et puis ces gros grattoirs qu'on appelle des rabots, rien à voir, c'est le terme générique, mais ça n'a jamais servi à raboter, c'est plutôt des gros écorçoirs. Tu vois ? Le travail de mouture, ça c'est quelque chose qui est aussi important, et le fait d'avoir trouvé sur Saint-Martin à la fois la meule et le broyot, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Il est tout con. Et puis bien sûr le travail de la pierre avec le nucléus. Alors là je me suis bourré, c'est pas percuteur, c'est un nucléus qui a été reconfectionné à partir d'une hache polie cassée. Donc en fait, ce qui est important de voir dès cette période, on avait déjà ça pour le paléolithique moyen et la fortiori par-dessus. En Normandie, il ne faut pas gâcher. Mais en fait, on recycle certains produits pour faire autre chose. Et ici, cette hache est réutilisée pour ressortir de l'éclat. Ces éclats qu'on va utiliser pour faire d'autres outils. Et puis les percuteurs en silex et en quartz, qui sont des éléments majeurs pour sortir. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, vous avez taillé du caillou là. Paradoxalement, moi quand j'ai commencé à taper du caillou, je pensais que pour arriver à casser un gros bloc, il fallait taper comme un sourd. Eh bien pas du tout. Bon, il faut taper avec une certaine force, mais il faut surtout taper à un certain endroit avec un certain angle. Et tout ce que j'arrivais à faire, c'était de la poudre
de la poudre de renouveau initiaux et de la poudre de percuteurs. Donc là, c'est autant de percuteurs que de coups, à peu près. Et puis bon, on m'a fait voir que ça ne servait à rien de taper comme un âne. Il fallait regarder comment les choses se passaient. Et en fait, la pierre se détache très bien avec un percuteur comme ça, ça peut servir à tailler 30, 50, 80 blocs sans s'abîmer du tout. Donc ça, c'est quelque chose qui va être utilisé et transporté par le tailleur. Ça, c'est dans sa musette, c'est dans sa poche. C'est déjà le cas au paléolithique moyen, et c'est la raison pour laquelle au paléolithique moyen, on en trouve très très peu. Vous pouvez avoir des amas de débitage, avoir des centaines de milliers de pièces, et pas avoir un seul percuteur. Parce que le gars, il a laissé ses poubelles, il a ramené surtout avec lui son outil de travail. Production de lames, avec ces deux lames qui sont assez exceptionnelles, qui sont tout à fait caractéristiques de ce qu'on pouvait produire au néolithique ancien, donc vers 5500, et surtout les talons sont tout à fait caractéristiques d'une production au chasse-lame, c'est-à-dire qu'on a une pièce intermédiaire qui est faite avec un morceau de bois de cervidé, et on tape sur le bois de cervidé pour avoir un impact qui s'effectue sur une surface vraiment très restreinte, et en fait, cela détache des lames très très régulières, chose plus difficile à faire avec une percussion à la pierre dure, comme vous pouvez le voir sur les pièces d'à côté. Donc ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a du néo ancien et vraisemblablement du néo moyen sur Saint-Hélier, sur un si petit espace géographique. Donc une grosse densité de vestiges appartenant à des périodes différentes. Bon, la panoplie instrumentale du néolithique moyen, c'est classique, ce sont des grattoirs, un gros bec qui a un perçoir, des rattoirs ici latéraux, c'est ce que vous verrez en vitrine. Donc en fait, c'est ce qu'on a un petit peu partout, en France et en Navarre, pour cette période-là. Les pièces moins courantes, un briquet. En fait, c'est une pièce qui sert à allumer le feu en frottant sur un minerai de fer. Bon, généralement, c'est la marcassite qui est utilisée. Parce que bon, on vous a tous dit, quand vous étiez petit à l'école, je sais pas, l'instituteur. On nous a tous dit que pour faire du feu, il suffisait de prendre le silex et puis de taper dessus. À part s'écraser les doigts, on pense à chauffer beaucoup. Parce que quand on tape un silex sur un silex, ça émet une étincelle, mais qui a une chaleur, qu'on appelle une chaleur froide. Il n'y a pas d'énergie. Et donc on n'arrivera pas à obtenir suffisamment d'énergie pour allumer un feu. Par contre, si on prend un silex et un minerai, on va obtenir de l'énergie qui va être une énergie chaude, qui va permettre justement d'allumer le feu. Et ça, c'est quelque chose que l'homme préhistorique a très bien imprimé depuis, en gros, Homo erectus, depuis 400-450 000 ans. C'est la période à laquelle on voit les feux qui se font un petit peu partout, et quand les gens le voulaient. Alors, avant, on récupérait les feux naturels. On en a attesté même chez les Homo habilis il y a 1 500 000. Et bon, il y a eu un incendie, bon, en plus de ça, ils étaient dans le Rif, les éruptions volcaniques, etc. Donc, on utilisait le feu naturel, on essayait de l'entretenir pour conserver ce feu. Tandis qu'avec ces systèmes-là, on produit le feu exactement comme on veut. Une des rares rescapés. Maman, on a perdu les flèches. Oui, donc une des rares formes de flèches rescapées. Mais on les retrouvera un jour. Pointes qui sont plutôt de la fin du néolithique, qui annoncent les points qu'on va avoir à l'âge du bronze, avec un pédoncule et 2 élans. Tout à fait caractéristique.
l'audio, etc. La circulation de certains produits qu'on arrive à suivre et à cartographier sur des territoires relativement importants. Les poignards préciniens, donc ces silex qui ont été produits en grande quantité à la fin du néolithique. Et à partir du néolithique moyen, on a des roches particulières qui étaient souvent plus d'ailleurs utilisées pour le côté esthétique que pour le côté propriété mécanique. Tout simplement, c'était des objets d'apparat. On les trouve généralement dans des sépultures. Ce sont des objets ostentatoires. Donc, c'est la jadéite qui nous vient des Alpes et c'est la fibrine qui nous vient de Bretagne. Celles-ci, elles sont même très bien caractérisées. Elles viennent du golfe du Morbihan. On les trouve jusque Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne. Donc ce sont des produits qui sont diffusés sur une très très longue distance dès cette période. Attends, moi tu peux revenir sur ça. Voilà. La jadéite, c'est quand même à signaler, c'est Roger qui l'avait fait. Terminé. Comment ça, Roger Verminet? Moi, ça m'aurait pas plu, Roger. Oui, d'ailleurs, c'est une verminette. J'ai écrit H poli. Est-ce que ça j'ai relevé? Non, mais je me punirai. Oui, peut-être. L'âge du bronze, pour l'instant, rien de tangible. Alors, on peut avoir, comme la petite pointe de flèche que vous avez voir tout à l'heure, des choses comme ça qui perdurent à l'âge du bronze. Vu la densité d'objets néolithiques et l'absence totale d'autres objets d'âge du bronze, il semble plus judicieux de l'attribuer à la fin du Néo. Rien ne dit que Joël n'arrivera à nous mettre en évidence des choses de l'âge des métaux. Alors l'âge du fer, ça c'est quelque chose de tout à fait récent, parce que il y a combien de temps que vous avez posé des questions? Il y a 6 mois. Donc, je serais venu 6 mois plus tôt, on aurait gagné du temps, vous ne parlez pas de l'âge du fer. Tu veux faire donc, un mode de vie qui est déjà beaucoup plus élaboré. Beaucoup plus élaboré, ça c'est la transition se fait avec l'âge du bronze. Et puis ensuite, l'âge du fer. On a des modes de vie qui sont dictés par le fait qu'on a une aristocratie de plus en plus structurée, de plus en plus prégnante, qui, en fait, deviennent des sortes de chefferies qui vont driver complètement un territoire, des villages et des fermes indigènes. Ce sont tout simplement ceux qui possèdent le minerai et ceux qui savent le transformer, ce minerai, qui deviennent un petit peu les élites de ces sociétés, parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel de prendre un minerai de cuivre, un minerai d'étain, mettre ça dans du feu à des températures qui sont des températures relativement bien calibrées, de couler cet objet dans un moule et d'obtenir un objet qui va être vraiment l'objet convoité. Et d'ailleurs, ces objets sont tellement convoités que à la même période, chez nous pas tellement, mais c'est surtout dans les États du nord de l'Europe, on se rend compte que certains tailleurs essaient de copier dans des silex blonds, des silex jaunes, des objets qui sont fabriqués en cuivre ou en bronze. Alors, pourquoi cette recherche de silex blond et de silex jaune? C'est tout simplement que le cuivre et le bronze, quand ils viennent d'être coulés, c'est un peu la couleur de l'or. Quand on dit un bronze, on voit une statue, on dit un beau bronze, il est vert, c'est parce qu'il est patine. Mais initialement, les couleurs or et les couleurs jaunes. C'est vraiment le début
de cette mainmise sur des matières premières, sur des savoir-faire, et puis sur la structure de la société. Parce que, évidemment, comme on possède de la convoitise, c'est là où on voit vraiment se constituer les premières fortifications, les premières forteresses. La constitution des premières armées, c'est à partir de l'âge du bronze. Et puis, bien sûr, tous ces gens-là, il faut bien les nourrir. Donc on commence à cadrer un petit peu les personnes qui vont mettre la terre en culture. Et en fait, c'est un système qu'on va retrouver au Moyen-Âge avec le système féodo-vassalique, avec d'autres règles. Et on s'aperçoit que les grandes catégories de la société se mettent en place dès ces périodes de l'âge de. Alors voilà une ferme indigène, parce que bon, on a pu avoir des opilats dans le secteur, surtout vu la topographie, parce qu'en fait, il faut une colline ou un éclos-barret pour pouvoir fortifier la hauteur. Mais ici, ce qu'on avait vraisemblablement sur le secteur de Saint-Martin, c'est plutôt une ferme indigène en paysage relativement ouvert, entourée de palissades. Là, c'est pas dans le but de se protéger, c'est surtout dans le but de parquer les animaux à l'intérieur d'un terroir. Alors, les deux tessons qui ont été trouvés par Joël il y a peu de temps, ils sont tout à fait caractéristiques de la fin de la période gauloise, mais on a encore ces savoir-faire indigènes, entre guillemets, au début de la période gallo-romaine. Donc il s'avère que dans l'espace où tu les as trouvés, apparemment, il n'y a pas de tuiles. Il n'y a pas de gallo-romain. Mais bon, ça évoque quand même plutôt l'âge du fer que la période. Mais ce qu'il y a aussi peut-être, c'est que en fait, nous, les prospections, on les réalise dans les champs de culture. Donc ce qui nous échappe, c'est les pays naturels, qui sont inactionnés, et puis les espaces gazés. Donc nous devons éventuellement avoir justement de l'habitat dans ces animaux. Voilà, sur ce secteur-là, il faudra qu'on regarde plus finement. Et puis bon, on avait regardé sur les photos aériennes, je pense que ça ne rien, mais si on avait vraiment un parcellaire structuré de la période gallo-romaine, en principe, ça se voit sur les photos aériennes. Sauf les arrachés. Sauf les arrachés. On règle le compte. Donc pas de trace d'occupation gallo-romaine à ce jour. D'ailleurs, la romaine, ils sont là. Ah, mais c'est comme ça. Et puis, on fait un bond dans le temps. Je vous aurais bien présenté les tessons, mais vous ne les avez pas retrouvés. Le prieuré de la Chaîne, à Saint-Martin, où là, on a des céramiques qui évoquent plutôt charnière Normandie, Normandie ducale et bas Moyen-Âge, donc en gros 12-13e siècle. J'ai rien trouvé de mieux comme illustration. Je pensais qu'il y avait des axonométries qui nous permettaient d'avoir des restitutions de prieurés et d'abbayes pour le Moyen-Âge. J'étais un petit peu frustré sur la chose parce que puis bon, j'ai une documentation très abondante sur cette période-là, c'est pas tout à voir. Alors ensuite, on a retrouvé des objets, je vous rassure, et on a pas mal de choses pour les 16e, 18e, mais apparemment ce sont des éléments qui se sont trouvés un petit peu dispersés dans la nature, pour des raisons diverses, soit des objets perdus, soit pour tout ce qui est céramique, des choses qui ont pu être redispersées dans les champs, tout simplement parce que lors d'une scène de ménage, on a cassé un peu de vaisselle, on l'a mis sur le tas de fumier, quand on est fumé dans le champ, on emmène de la vaisselle. Donc, de la céramique commune et de la céramique vernissée du XVIe siècle, un fragment d'olifant, une clochette en bronze, donc les fameuses pipes en terre qui traversent un petit peu le temps, 18e, 19e, et même parfois 20e. Suivant. Des grès, avec un petit pot qui est intact. Vous
les fameuses pierres à fusil qu'on va retrouver durant la fin de la période moderne et qu'on va retrouver durant toute la période contemporaine, aussi bien pour la chasse que pour la guerre. Un fragment de cadran solaire en schiste, et puis monnaie et un moule à boucle de chaussures. Et puis, pour la période contemporaine, je pense que c'est Joël qui va pouvoir conclure. Parce que c'est une période qui connaît beaucoup le point. Et puis, comme la dernière fois, j'avais oublié mon appareil photo, la doc, je ne l'avais pas. Voilà, bon Jojo, je te laisse la parole. Merci, c'est bien.